comment Gargamel, étant grosse de gargantua, mangea grande plantée de tripes. Comment, en quelle occasion et manière, Gargamel enfanta? Et si vous le croyez, que le fondement vous échappe, le fondement lui échappait, une après-dînée, le 3e jour de février, pas trop avoir mangé le godbillot. Godebillon Godbillot sont de grasses tripes de Poirot. Poirot Poirot, son bœuf engraissé à la crèche, et dans les prés, guimauds. Près Guimau. Pré Guimauds, son pré qui porte herbe 2 fois l'an. Ces gras bœufs, ils en avaient fait tuer 367 014 pour être à Mardi Gras salé, afin qu'en après-hiver, ils eussent bœuf de saison à table pour, au commencement des repas, faire bénédiction de salaison et mieux rentrer une vino. Les tripes furent copieuses, comme vous vous en doutez, étaient tant friandes que chacun en léchait ses doigts. Mais la grande diablerie à 4 personnages était bien en ce qu'il n'était possible de les réserver longuement, car ils fussent pourris, ce qui semblait indécent. Donc fut conclu qu'ils les beau-fereraient sans rien y perdre. À ce faire convièrent tous les citadins de Ciney, de Seuilly, de La Roche-Clermault, de Vaugaudry, du Coudray-Montpensier, du Guénéven et autres voisins, tous bons buveurs, bons compagnons et beaux joueurs de quilles, là. Le bonhomme Grand Gousier y prenait grand plaisir et commanda que tout allât par écuelle. Disait toutefois à sa femme qu'elle en mangea le moins vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripagne était viande moult louable. Oh, disait-il, a grande envie de mâcher merde lorsque l'on ne perçoit que les boyaux qui l'enveloppent. Noboston se remontrant, se mangea 16 nuits, 2 buissards et 6 tipins. Oh, belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la Saulçay. Et là, sur l'herbe drue, dansèrent au son des joyeux flageolets et douces cornemuses, de si bon cœur que c'était passe-temps céleste de les voir ainsi se rigoler. Le propos des bien ivres. Puis, il leur vint à l'idée de réjeuner en propre lieu. Leurs flacons d'allée, jambon de trotté, gobelets de volée, broques de tâté. Tire, balle, tourne, brouille. Tire, balle, tourne, brouille. Tire, balle, tourne, brouille. Versement sans eau ainsi, mon ami. Fouette-moi ce verre galantement. Produis-moi du clairet, vert pleurant, trêve de soif. Fausse fièvre, ne t'en iras-tu pas? Par ma foi, ma commère, je ne peux me mettre en train. Vous êtes morfondu, mamie. Foison, Ventre saculé! Parlons de boire. Parlons de boire. je ne bois qu'à mes heures, comme la mule du pape. Je ne bois qu'en mon bréviaire, en bon père supérieur. Qui fut premier? Soif ou beuverie? Soif, car qui eut bu sans soif durant le temps de l'innocence? Beuverie! Car privatio presupponit habitum. Je suis clair. Est-ce qu'une coupe féconde a toujours aux mortels donné grande faconde? Nous autres innocents, nous buvons que trop sans soif. Non, moi, pêcheur, faute de boire pour la soif du moment, je préviens, c'est l'avenir. Vous saisissez? Je bois pour la soif à devenir. Je bois éternellement. Ce m'est éternité de beuverie et beuverie pour l'éternité. Chantons. Buvons! Un motet entonnant. Qui es-tu toi qui vas chantant? Qui es-tu toi qui soupire? Je suis un pénitent qui va pleurant sa vie. Et moi je pleure aussi. Ton destin est pieux. Je pleure lorsque le vent me sort parler de Dieu. Ton âme ira au feu. J'essaierai de l'éteindre. Ce feu ne s'éteint pas car il brûle sans cesse. J'emporterai du vent. ce vin te brûlera.
Mais non, j'en vois et tant qu'il me rafraîchira. Adieu ivrogne, adieu. Adieu vieille hypocrite. Tu t'éloignes de ton Dieu pour suivre Plus de 500 buveurs. un sensé comme toi. Peut-on les condamner s'ils boivent autant que moi? Où est mon entonnoir? Quoi? Je ne bois que par procuration. Vous mouillez-vous pour sécher ou vous séchez-vous pour mouiller? Je n'entends point la théorie. De la pratique, je m'aide quelque peu. Haste-toi. Je mouille, je mecque, je bois. Et tout ça de peur de mourir. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Buvez toujours, vous ne mourrez jamais. Et si je ne bois, je suis à sec. Me voilà mort. Mon âme s'enfuira en quelques morts aux grenouilles. En lieu sec, jamais l'âme n'habite. 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 Sommelier! Oh, un créateur de formes nouvelles, rendez-moi de non buvantes. Ah, buvantes! Un arroussement perpétuel à travers ces nerveux et secs boyaux qui de le sang boit pour néant. Celui-ci entre dans les veines, la pissotière n'en aura rien. Je laverai volontiers les tripes de ce veau que j'ai ce matin habillé. J'ai bien saburé mon estomac. Si mes dettes buvaient aussi bien que je le fais, mes créanciers seraient pantois quand il leur viendrait les exhiber. Cette main vous gaste le nez. Combien y rentreront avant que celui-ci en sorte? Boire si petit guet, c'est pour rompre son poitrail. Ceci s'appelle un appôt à flacon. Quelle différence est entre bouteille et flacon? Grand. Bouteille est fermée à bouchon, flacon à vie. De belle. Nos pères burent bien huilés à l'épaule. C'est bien chier, chanter, buvons! Celui-ci va se laver les tripes. Ne voulez-vous rien commissionner à la rivière? Je ne bois guère plus qu'une éponge. Je bois comme un templier. Et je bois comme un fiancé. Et moi, Ficutera sine à quoi? Comme la terre privée d'eau. Un synonyme de jambon? C'est une injonction de bevette. C'est une glissière. Par la glissière, on descend le vin en cave. Ah, par le jambon. Et par le jambon, on le descend dans l'estomac. Hé, là! À boire par ici. Bon, il n'y a point de compte. Respice personam. Pone podios. Bus non est in osu. Regarde à qui tu verses. Verse-moi 2 verres à rasibus, car je n'aime pas conjuguer boire au passé. Si je montais aussi bien comme je vole, je serais au dans les airs. Oh, dans les airs. Oh, dans les airs. Dans les airs. Ainsi se fait riche Jacques Coeur. Ainsi poussent les bois en friche. Ainsi, Bacchus conquit les Indes. Et la philosophie mélinde par Vasco de Gama. Petite pluie à bas grand vent, longue bevette rompe le tonnerre. Mais si ma verge pissait telle urine, la voudriez-vous bien sucer? Je me retiens pour après. Page, donne. Je fais la queue pour passer à mon tour. Une Guillaume. Encore y en a-t-il plein pot. La soif est abusive. Je me pourvois en appel. Page. Relève mon appel en forme. Cette rognure
J'avais jadis bu tout. Maintenant, je ne laisse rien. Ne noie-t-on pas et amassons bien tout. Voici tripe de jeu et godillot à faire baver d'envie. Oh, pour Dieu, et trions-les bien proprement. Buvez aux chevaux! Non, non, buvez, je vous en prie. Les passereaux ne mangent que si on leur tape les queues. Je ne bois que si l'on me flatte. Les passereaux ne mangent que si on leur tape les queues. Les passereaux ne mangent que si on leur tape les queues. Je ne bois que si l'on me flatte, si l'on me flatte, me flatte. Les passereaux ne mangent que si on leur tape les queues. Les passereaux ne mangent que si on leur tape les queues. Je ne bois que si l'on me flatte, si l'on me flatte, me flatte. Compagnon à boire. Il n'y a rabouillère dans tout mon corps où ce vin n'aille furter la soif. Il n'y a nulle part dans tout mon corps où ce vin n'aille chercher la soif. Celui-ci me la fouette bien. Celui-ci me la bannira pour de bon. Claironnons ici au son de flacons et de bouteilles. Que quiconque aura perdu la soif n'est à la chercher séant. De longs clistères de beuveries ont vidé le logis. Le grand Dieu a fait les planètes. Et nous faisons les planètes. C'est la parole de Dieu en bouche, Sitio. La terre dite amiante n'est pas plus inextinguible que ma soif de rêver en paix. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. L'appétit vient en mangeant, disait Anguès évêque du Mans. La soif s'en va en buvant. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Une remède contre la soif. Courez toujours après le chien, jamais elle ne vous mordra. Buvez toujours avant la soif et jamais elle ne vous tourmentera. Et je vous y prends. Je vous réveille. Sommelier éternel, garde-nous de sommeiller. Argus avait 100 yeux pour voir. 100 mains, faut un sommelier pour infatigablement verser. Mouillons, allez, il fait beau sécher. Du blanc, verse tout. Verse de par le diable, de par le diable. Ah, verse par ici, tout plein. La langue me pèle. Bois, compagnon. À toi, compagnon! La, c'est sans préfet cela. Oh, lacrima Christi. Oh, lacrima Christi, oh, lacrima Christi, c'est du pinot. Oh, le gentil vin blanc. Ça vient de la devinière, c'est du pinot. Oh, le gentil vin blanc. Et sur mon âme, ça n'est que vin de taffetas. Hé hé, il est à une oreille, bien drapé et de bonne laine. Mon compagnon, courage. Pour ce jeu, nous ne chuterons pas, car j'ai fait une levée. Ex hoc in hoc. Il n'y a point d'enchantement. Chacun de vous la veut. J'y suis passé maître. Abroum, je suis prêtre massé. Oh les buveurs, oh les atterrés, passe mon ami. Emplis ici et couronne le vin, je te prie. Du cardinal. Natura arboret vacum. La nature abhorre le vide. La nature n'aime pas le vide. La nature honnit le vide. La nature a horreur du vide. Diriez-vous qu'une mouche y eût bu, semblable aux mœurs de Bretagne? Allez, débarrassez Spinard. Avalez, c'est médicinal. Kete maseka oh Kete maseka oh Kete maseka oh mon yellow yellow, kete maseka
Antoine naquit de façon bien étrange. Pendant qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamel commençait à se sentir mal du bas. Alors, de sur l'herbe, Grangousier se leva et la réconforta honnêtement. Pensant que ce fut le mal d'enfantement, et lui disant qu'elle s'était requinquée dans la saucette, et qu'en bref, elle ferait pied neuf. C'est pourquoi il lui convenait prendre de nouveau courage au nouvel avènement de son poupon. Et encore que la douleur lui fût quelque peu de fâcherie, toutefois qu'elle serait brève, et la joie qui succéderait lui ôterait tous ses ennuis, en sorte que seulement ne lui en resterait la souvenance. Courage de brebis! Débarrassez-vous de celui-ci. Et bien vite, faisons-en un autre. Ah, dit-elle, tant vous parlez à votre aise, vous autres hommes. Bien, de par Dieu, je m'efforcerai puisqu'il vous plaît, mais plût à Dieu que vous l'eussiez coupé. Quoi? Dit Grangousier. Ah, dit-elle, que vous êtes bonhomme, vous l'entendez bien. Mon membre? Dit-il. Par le sang Nascabras, si bon vous semble, faites apporter un couteau. Ah, dit-elle, à Dieu ne plaise, Dieu me le pardonne. Je ne le dis de bon cœur et pour ma parole n'en faites ni plus ni moins. Mais j'aurais prou à faire aujourd'hui, si Dieu ne m'aide, et tout par votre membre, que vous fussiez bien aise. Courage, courage, dit-il. Ne vous souciez au reste et laissez faire aux 4 bœufs de devant. Je m'en vais boire encore quelques veugades. Si, cependant, il vous survenait quelque mal, je me tiendrai prêt. Huché en paume, je me rendrai à vous. Peu de temps après, elle commença à soupirer, se lamenter, et crier. Et vinrent un tas de sages femmes de tous côtés. Et la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pelauderies assez de mauvais goût. Et pensaient que ce fut l'enfant. Mais c'était le fondement qui s'échappait, dû à la mollification du gros intestin, lequel vous appelez boyau culier, par trop avoir mangé de tripes, comme précédemment dit. Alors une repoussante vieille de la compagnie, laquelle avait réputation d'être grande médecine, et qui était venue de Brispaille, près de Saint-Genoux, il y a plus de 60 ans, lui mit un astringent si puissant que ses sphincters en furent resserrés et opilés. Qu'à grand-peine avec les dents vous les eussiez élargis. Ah, ce qui est chose horrible à penser. Mêmement que le diable à la messe de Saint-Martin, écrivant le caquetage de 2 grivoises, à peine dents déchira le divin parchemin. De par cet empêchement, les cotylédons de la matrice d'au-dessus furent relâchés dès qu'elle sursauta l'enfant, et il entra dans la veine creuse, puis passant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, où la dite veine se sépare en 2, prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille senestre. Soudain, qu'il fut né, il criait comme les autres enfants. Mi, 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 mi. Mais un, haute voix, s'écriait. Glou, 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 glou. Comme invitant tout le monde à boire, il fut, oui, de tous les pays, de bus et de guibarets. Mais à haute voix s'écriait. Glou, 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 glou. Je me doute que vous ne croyez assurément à cette étrange natalité. Si vous n'y croyez pas, je ne m'en soucie. Mais un homme de bien, un homme de bon sens croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Est-ce contre notre loi, contre notre foi, contre raison, contre les saintes écritures? De ma part, je ne trouve rien d'écrit dans la Sainte Bible qui ne soit contre cela. Et si tel eût été le vouloir de Dieu, diriez-vous qu'il n'aurait pu le faire? Bacchus ne fut-il
engendré par la cuisse de Jupiter. Octaïade ne l'acquit-il pas du talon de sa mère? Croque-mouche de la pantoufle de sa nourrice. Minerve ne l'acquit-elle pas du cerveau de Jupiter par l'oreille? Adonis par l'écorce d'un arbre à myrrhe. Castor et Pollux d'un œuf couvé pondu par les daims? Ah, pour grâce, n'emberlificotez jamais vos esprits de ces vaines pensées. Car je vous dis que, à Dieu, rien n'est impossible. Et que s'il le voulait, les femmes auraient dorénavant ainsi leurs enfants par l'oreille. Mais vous seriez bien davantage ébahi et étonné si je vous exposais présentement tout le chapitre de Pline où il parle d'enfantement étrange et contre nature. Toutefois, je ne suis point menteuse tant assurée comme il l'a été. Lisez le 7e livre de sa naturelle histoire, chapitre 3. Et ne m'en tarabustez plus l'entendement. Comment le nom fut imposé à Gargantua et comment il lui met le piot? Le bonhomme Grangousier, buvant et rigolant avec les autres, entendit le cri horrible que son fils avait fait en entrant dans la lumière de ce monde, quand il bramait demandant ce qui lui fit dire que grand tu as. Sous-entendez le gosier. Oyant ces mots, ses assistants dirent que vraiment il devait avoir de ce fait le nom Gargantua. puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance, à l'imitation et exemple des anciens Hébreux. Grangousier condescendit, et cela plut très bien à sa mère. Et pour l'apaiser, lui donnèrent à boire tire-larigot et fut porté et baptisé sur les fonts, comme est la coutume des bons chrétiens. Et lui furent ordonnées 17 913 vaches de Ponty et de Bréhémont pour l'allaiter ordinairement. Car de trouver nourrice rassasiante n'était possible en tout le pays, considérant la grande quantité de lait requise pour l'alimenter ordinairement. Bien que certains docteurs scotistes ayant affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 pipes 9 potées de lait à chaque fois. Ce qui n'est vraisemblable et a été déclaré la proposition mamellement scandaleuse. Au faux centre pour de pitoyables oreilles et sentant de loin l'hérésie. Ce régime dura 1 an et 10 mois. Parvenant à cet âge, par le conseil des médecins, on commença à le sortir. Et fut faite une belle charrette à bœufs par l'invention de Jean Degnaud. Et on le promenait par-ci et par-là, joyeusement. Il faisait bon le voir, car il portait bonne trogne et avait presque 10 et 8 mentons, et ne criait que bien peu. Mais il se conchiait à toutes heures, car il était prodigieusement flegmatique des fesses, tant de sa complexion naturelle que de la disposition accidentelle qui lui était advenue à trop humer de purée septembrale. Et n'en eût mes gouttes sans raison, car s'il advenait qu'il fût dépité, courroucé, fâché ou mari, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, en lui apportant à boire, on le rassérénait, et il demeurait ainsi, quoi, et joyeux. Une de ses gouvernantes m'a dit, jurant sa foi, que de ce faire, il était en coutumier, qu'au seul son des pintes et flacons, il entrait en extase, comme s'il goûtait les joies du paradis. Si bien que, considérant cette complexion divine, les gouvernantes, pour le réjouir au matin, faisaient teinter devant lui des vers avec leurs couteaux
des flacons avec leurs toupons, des pintes avec leurs couvercles. Ping! À ce son-là, Il s'égayait, tressaillait, Et lui-même, se versait, en dodolinant de la tête. moniquant disant des doigts et baritonnant du cul. De l'adolescence de Gargantua. Gargantua, de 3 à 5 ans, fut nourri et formé en toute discipline convenante par le commandement de son père. Et il passa ce temps-là, comme les petits enfants du pays. C'est à savoir, à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Toujours se vautrait dans la fange, se mâchurait le nez, se fourrait le visage, éculait ses souliers, baisait souvent aux mouches et courait volontiers après les papillons sur lesquels son père tenait empire. Il pissait sur ses souliers, il chiait en sa chemise, il se mouchait sur ses manches, il morvait dans sa soupe et pataugeait par tout lieu, et buvait dans sa pantoufle et se frottait ordinairement le ventre d'un panier. Il aiguisait ses dents d'un sabot, se lavait les mains dans le potage, se pignait d'un gobelet, s'asseyait à terre, le cul entre 2 selles, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa foi sans pain, mordait en riant, riait en mordant, souvent crachait au bassinet, pétait de graisse, pissait contre le soleil, fuyant pluie se cachait dans l'eau, battait à froid, pensait creux, faisait le sucré, écorchait le renard. écorcher le renard. Disait la patenôtre du singe. Un grognement, un discours inutile. Retournait à ses moutons, tournait les truies au foin. Passait du coq à l'âne. Battait le chien devant le lion. Insultait un valet devant son maître. Mettait la charrue avant les bœufs, se grattait là où ne lui démangeait point, Tirait les vers du nez, trop embrassé et mal étreigné. Mangeait son pain blanc le premier, serrait les cigales, se chatouillait pour se faire rire. Ruait très bien en cuisine, faisait offrir gerbes de paille aux dieux et chantait Magnificat à matine et le trouvait bien à propos. Magnificat se chante avec le soir. Mangeait chou et chier poiré, flairait les lièvres dissimulés, faisait perdre pied aux plus rusés, ratissait le papier, griffonnait le parchemin, détalait comme un lapin, se pichait la calebasse, comptait sans son ouste. C'est se faire son addition à son avantage. Battait les buissons sans prendre les oisillons. Croyait que nus fussent paille des reins et que vessies fussent lanternes. Avait plus d'un tour dans son sac, faisait là pour avoir du grand De la merde. De son poing faisait un maillet, prenait les grues au premier saut, voulait que maille par maille on fit les côtes de maille, de cheval de nez, toujours regardait les dents, sautait du coq à l'âne, mettait entre 2 vertes une mûre, de la terre faisait un fossé, protégeait la lune des loups, espérait prendre les alouettes si les nus tombaient, faisait de nécessité vertu, faisait de tels pains souples, se souciait aussi peu des pelés comme des tondus, tous les matins écorchait le renard. Écorcher le renard. Les petits chiens de son père mangeaient en son écuelle. Lui de même mangeait avec eux, il leur mordait les oreilles et il lui égratignait le nez. Il leur
soufflait au cul. Et il lui léchait les badigouances. Et savez-vous quoi, mes fillots? Que le mal du tonneau vous tournichote. Ce petit paillard, toujours, pelotesse et gouvernante, sans dessus-dessous, sans devant-derrière. Et Morico! Et déjà, commençait à s'exercer de la braguette. Que ces gouvernantes ornaient chaque jour de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de beaux flocards. Et elles passaient leur temps à la faire revenir entre leurs mains comme un rouleau d'emplâtre, puis s'esclaffer de rire quand elle levait les oreilles, comme si le jeu leur eût plu. L'une la nommait mon petit Fosset, L'autre ma pine. L'autre ma branche de corail. L'autre mon bondon, Mon bouchon. mon vilebrequin, mon piston, Ma tarière. Ma pendelante. Mon rudébat, raidébat. mon dressoir. Ma petite andouille vermeille. Ma petite couille bredouille. Elle est à moi, disait l'une. C'est la mienne, disait l'autre. Moi? Ah, n'y aurais-je rien. Par ma foi, je la couperai donc. À couper? Vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chose aux enfants. Il serait monsieur sans queue. Et pour s'ébattre comme les petits enfants du pays, elles lui firent un beau virolet, avec les ailes d'un moulin à vent de Mirebeau. Comment Grangousier reconnut l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Sur la fin de la 5e année, Grangousier, revenant de la défaite des Canariens, visita son fils Gargantua. Là, il se réjouit comme tel un père pouvait être en voyant qu'il avait un tel enfant. Et le baisant, l'accolant, l'interrogeait de diverses sortes de petits propos puérils, et but autant avec lui qu'avec ses gouvernantes, auxquelles par grand soin il avait demandé entre autres si elles l'avaient tenu blanc et net. À ce répondit Gargantua qu'il avait fait établir une ordonnance, et qu'en tout le pays n'y était garçon plus propre que lui. Comment cela, dit Grangousier? J'ai, répondit Gargantua, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus efficient que jamais fût vu. Lequel, dit Grangousier? C'est ce que dit Gargantua. Je vais vous raconter présentement. Je me torchai une fois d'un cachelet de velours d'une demoiselle et le trouvai fort bon, car la douceur de sa soie me procurait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois d'un chaperon de la même demoiselle, et ce fut de même. Une autre fois d'un cache-colle. Une autre fois, des oreillettes de satin couleur cramoisie. Mais la dorure d'un tas de saloperies de perlettes qui l'ornaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu Saint-Antoine brûle le boyau oculier de l'orfèvre qui les fit, et de la demoiselle qui les portait. Ce mâle me passa me torchant d'un bonnet de page, bien emplumé à la Suisse. Puis, fiantant derrière un buisson, trouvait un chat batailleur, né en mars. Avec lui m'étorchait, mais ses griffes me serrèrent tout le périnée. De ce me guérit au lendemain, me torchant des gants de ma mère, bien parfumés à la rose. Puis me torchait de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de roses, de feuilles, de courges, de choux, de bêtes, de pampres, de guimauves, de bouillon blanc procurant un cul écarlate, de laitue et de feuilles d'épinards,
Le tout me fit grand bien à ma jambe, de mercurial, de persicaire, d'ortie, de consoude. Mais j'en caguais du sang comme un lombard et dont je fus guéri en me torchant avec ma braguette. Puis me torchait au linceul, à la couverture, au rideau avec un coussin, une carpette, un tapis de jeu, un mouchoir, un peignoir. En tout, je trouvais du plaisir, bien plus que non les galeux quand on les étrie. C'est bien, mais, dit Grand Gousier, lequel des torches-culs trouves-tu meilleur? J'y étais, dit Gargantua. Eh bien, tout en serait le fameux, le thème. Je me torchais de foin, de paille, de bourre, de baudufle, de laine, de papier, mais... Toujours laisse au couillon une amorce qui sent que seule de papier torche. Toujours laisse au couillon une amorce qui sont que ça de papier torche. Quoi, dit Grand Gousier? Mon petit couillon, te rives-tu au pot, vu que tu rimes déjà? Oh oui, dit Gargantua, mon roi, je rime tant et plus, et en rimant, souvent m'en rime. Écoutez ce que dit notre cabinet au fianteur. Chieur! Foireur, Péter, Vresseux, ton lard fécal, en cavale, Sétal, sur nous, Répignant, Merdoyant! dégoûtant, le feu Saint-Antoine puisse te retire. c'est tout, tes trous. Tu ne te torches avant ton départ. En voulez-vous davantage? Oh oui, répondit Grand Gousier. Alors, dit Gargantua, En chiant. L'autre jour, j'ai senti L'arbre que mon cul doit, l'auteur fut autre qu'espéré. J'en fis de tout temps plus gentil. Aussi quelqu'un avait consenti de m'amener ce que j'attendais. En chacun je l'aurais assise, sans trop durer sur mon goret. Cependant, avec ses doigts, mon trou de merde garanti. En chien! En chien! En chien! Dites maintenant que je n'y comprends rien. Par la mère Dieu, je ne les ai fait miens, mais les ayant entendus réciter par grand-mère, que vous voyez ici, les ai retenus dans la gibecière de ma mémoire. retournons, dit Grand Gousier, à notre propos. Lequel, dit Gargantua? Chier? Non, dit Grand Gousier, mais se torcher le cul. Mais, dit Gargantua, voulez-vous payer une bague de vin breton si je me remporte à ce propos? Oui, assurément, dit Grand Gousier. Il est, dit Gargantua, point besoin de se torcher le cul s'il y a saleté. Saleté n'y peut y être si on a chié. Il nous faut donc chier avant de se torcher le cul. Oh, dit Grand Gousier, que tu as du sens, petit bonhomme. Ces premiers jours, je te ferai passer le docteur en guet-science. Pardieu, car tu as bien plus de raison que d'âge. Alors, poursuis ce propos torcheculatif, je te prie. Et par ma barbe, pour une barrique, tu auras 60 futailles. J'aperçois de ce bon vin breton, lequel ne vient pas de Bretagne, mais en ce bon pays du Véron. Je me torchais après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une gibecière, d'une pantoufle, d'un panier. Mais oh, désagréable torche-cul! Puis d'un chapeau. Et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres satinés, les autres taffetassés. Le meilleur de tous est celui à poil, car il absterge très bien la matière fécale.
puis me torcher d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, d'une barbute, d'une coiffe, d'un leurre. Mais pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'y a meilleur torche-cul qu'un oison bien dufteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et croyez-moi sur l'honneur, car vous ressentez au trou du cul une volupté mirifique, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle communique facilement au boyau oculier et au intestin, jusqu'à parvenir à la région du cœur et du cerveau. Comment Gargantua fut mis sous la tutelle d'autres pédagogues. Autant son père aperçut que vraiment il étudiait très bien et y mettait tout son temps. Toutefois, quand rien ne progressait, et pire encore, en devenait fou, niais, tout rêveur et radoteur. Maître Joblin, son précepteur, partit de la maison. Grand Gousier consulta le vice-roi sur quel précepteur on pourrait lui donner. Et fut avisé entre eux que cet office serait remis à Ponocrate, pédagogue de Eudémon, et que tous ensemble iraient à Paris pour connaître quelle était l'étude des jouvenceaux de France. Comment Gargantua paya sa bienvenue aux Parisiens et comment il prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Quelques jours après qu'ils se furent rafraîchis, il visita la ville et fut vu de tout le monde en grande admiration, car le peuple de Paris étant sot, tant badaud, étant inepte de nature, qu'un bateleur, un porteur de rogatons, un mulet avec ses cymbales, ting ting, un vielleux au milieu d'un carrefour, assemblera plus de gens que ne le ferait un bon prêcheur évangélique. Et tant modestement le poursuivirent qu'il fut contraint de se réfugier dans les tours de l'église Notre-Dame. Dans ce lieu, et voyant tant de monde autour de lui, il dit clairement: « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici ma bienvenue et mon denier. C'est raison, je vais leur donner le vin, mais ce ne sera que par rice. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant sa mantule en l'air, les compissa si aigrement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits-enfants. Certains d'entre eux s'échappèrent de ce pisse-fort à la légèreté de leurs pieds, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, commencèrent à apostasier et jurer, les uns en colère, les autres par rice. Carimari, Carimara, par Sainte Mamie, nous voilà arrosés par rice. Depuis, la ville fut nommée Paris, laquelle auparavant on appelait Leucès en grec, c'est-à-dire Blanchette, pour les blanches cuisses des dames du dit lieu. Et par autant qu'à cette nouvelle consécration du nom, tous les assistants jurèrent chacun les saints de sa paroisse. Les Parisiens, qui sont faits de toutes gens et de toutes pièces, sont par nature bons jureurs et bons juristes, et quelque peu outrecuidants, et qu'on les appelle parésiens en grec, c'est-à-dire fiers en parole. Ce fait, Il considéra les grosses cloches qui se trouvaient dans les dites tours, puis les fit sonner bien harmonieusement. Ce faisant, il lui vint en penser qu'elle servirait bien de compagnie au cou de sa jument, laquelle voulait renvoyer à son père,
toutes chargées de fromage de brie et de harengs frais. De fait, les emportant en son logis. Puis, tout lourdement, grignotant d'un fragment de prière, se lavait les mains de vin frais, s'écurait les dents avec un pied de porc, et devisait joyeusement avec ses courtisans. Le tapis vert étendu, on déployait force cartes, force dés et renforts d'échiquiers, damiers et autres plateaux de jeu. Et il jouait au flux, à la prime, à la vole, à la pille, à la triomphe, à la picardie, au sang, à l'épinée, à la malheureuse, au fourbi, à la passe 10, à 31, à paire et séquence, à 300, au malheureux, à la condamnade, à la carte virade, au malcontent, au lance-quenet, au coq-cul. À qui on a parlé? À Pinade, Joc fort. Au mariage, au jet, à l'opinion. À qui fait l'un, fait l'autre? À la séquence, au luette, au tarot, à Coquimbert, qui gagne perd. Au couillonné, au tourment, à la ronfle, au clic. Aux honneurs, à l'amour, aux échecs, au renard. À la marelle, aux vaches, à la blanche, à la chance, à 3D, aux tables, à la nique-noc, à la lourche, à la rainette, et jouer au barignin, à tric-trac, à toute table, aux tables rabattues, au renidieux, aux forcés, aux dames, à primus secondus, au pied du couteau, aux clés, au franc du carreau, à paire ou non, à pile ou face, au martre, au pingre, à la bille, au savatier, au hibou et le jouet, au dorle du lièvre, à la tyrolitantine, à cochonnet va devant, à la corne, au bœuf violet, à la chevêche, à je te pince sans rire, à picoter, à déferrer l'âne, à bourri-bourrisou, à je m'assieds, à la barbe d'Oribus, à la bousquine, à la tire-broche, à boute-foire, à compère, prêtez-moi votre sac, à la couille de bélier, à boutor, aux figues de Marseille, à la mousque, à l'archéoyer, il jouait, à écorcher le renard, à la ramasse, à croque-madame, à vendre l'avoine, à souffler le charbon, au responsailles, au juge vif et au juge mort, à tirer les fers du four, au faux vilain, au bossu, au lican, à Saint-Trouvé, à pince-mourie, au poirier, à pam-pompêtre, au trioï, au cercle et à la truie, il jouait, à ventre contre ventre, au combe, à la vergette, au palais, à j'en suis, au fouquet, au quille, au râpeau, à la boule plate, au vireton, à picaron, à rouche-merde, à longenard, à la courte boule, à la grillèche, à la recoquillette, au caspo, à mon ardeur. Et il jouait à la pirouette, au jonché, à courte paille, à pire-volet, à pince-morille, au piquet, à la planque, au furet, à la séguette, au châtelet, à la rangée, au foussard, au ronflard, à la trompe, au moine, à l'ébahi, au ténébris, à la soule, à la navette, et il jouait à Fessard, au balai, à Saint-Côme, je te viens adorer, à Escarbeau, le Brun, à je vous prends sans verre, à bien et beau sans la carême, à chêne fourchu, à cheval fondu, à la queue houlou, à pétangueule, à guillemain, baille-moi ma lance, à la brandelle, au trésor, au boulot, à la mouche, à la migne-migne-boeuf, aux neuf mains, au chapifou, au pont chuté, à Colin-Bridé, à Coquentin, à la Grolle, à Colin-Maillard, à Mirlimoufle, au mouchard, au crapaud, à Crosse, au piston, au bilboquet, au roi, reine, au métier, à tête-bêche, au pinot, à Malmort, au croquignol, et jouait à laver la coiffe, madame. Au vireton, à la chevêche, au laboureur, aux écoublettes enragées et à la bête morte porcelée massacrée. Et il jouait aux chiquenaudes. Après avoir bien joué, ça c'est passé et folâtrer le temps, convenait de boire quelque peu. S'éveillant, il secouait un peu les oreilles. À ce moment-là, lui était apporté vin frais, qu'il buvait mieux que jamais. Ponocrate l'avertissait que c'était mauvaise diète de boire ainsi après dormir. C'est ce que dit Gargantua être la vraie vie des pères,
car de ma nature, je dors salé, et le dormir me fait autant d'effet que le jambon. Puis commençait à étudier quelque peu, et en avant les pattes nôtres, et pour les expédier formellement, montait sur une vieille mule. Laquelle avait servi 9 rois. Ainsi, marmottant de la bouche et dodelinant de la tête, allait prendre volontiers quelques lapins au filet. Et s'en retourner à la cuisine pour savoir quel rôti était en broche. Et soupait très bien par mon âme, et de ses voisins conviait volontiers quelques buveurs, avec lesquels buvant d'autant, contait de vieux et nouveaux récits. Entre autres, avait pour domestiques les seigneurs du Fou, de Gourville, de Grignot et de Marigny. Après souper, venaient en place les beaux évangiles de bois, c'est-à-dire de grandes tables pour le jeu ou de belles cartes pour le flux. Et 1, 2, 3, risquant tout pour abréger, Ou bien aller voir les filles des alentours. Cela parmi les petits banquets, les collations et arrière-collations. Puis dormait sans débrider, jusqu'au lendemain, 8 heures. Comment survint, entre les Foissiers de Lernay et les bergers du pays de Gargantua, la grande querelle qui provoqua grande guerre. En ce temps-là, au commencement de l'automne, qui fut la saison des vendanges, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. Dans le même temps, les Foissiers de Lernay passaient le grand carrefour, menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les bergers en question leur demandèrent courtoisement de leur emballer pour leur argent, au prix du marché. Car, notez que cela est viande céleste de déjeuner raisin avec foisse fraîche, surtout avec des pinots, des sauvignons, des muscadets, de la bicagne et des foireux pour ceux qui sont constipés, car il les fend les longs comme une hallebarde, et souvent pensant péter, ils se conchient. Pour cette raison, ils sont nommés les fianteurs des vendanges. Les Foissiers ne furent aucunement enclins à leurs requêtes, et ce qui est pire, les outragèrent grandement, en les traitant de bavards, chicots pourris, plaisantins rouquins, cutéreux, chiants, croquants, hypocrites, fainéants, goiffres, ventrus, vantards, vauriens, rustres, casse-pieds, voleurs, brigands, fines braguettes, abondants, flemmards, malotrus, nigauds, marrons, cordiaux, bouffons, fanfarons, gueux, bouviers d'étrons, bergers de merde et autres épithètes diffamatoires, ajoutant qu'aucun d'eux n'était digne de manger de ces belles foisses, mais qu'ils devaient se contenter de gros pains-balles et de tourtes. À cet outrage, l'un d'entre eux, nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne et notable bachelier, répondit doucement. Depuis quand avez-vous pris les cornes pour en être devenu tant arrogant? Diable! Vous nous en gaviez volontiers et maintenant y refusez? Ce n'est pas être de bons voisins. Nous ne vous traitons pas ainsi quand vous venez ici acheter notre beau froment avec lequel vous faites vos gâteaux et foisses. Encore, par-dessus le marché, nous vous eussions donné de nos raisins. Mais par la mère Dieu, vous pourriez bien en repentir et aurez affaire à nous un de ces jours. Dans ce cas, nous ferons envers vous l'appareil. Et ayez-en souvenance. Alors, Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des Foissiers, lui dit « Vraiment, ce matin, tu es bien accrété.
Fier comme un coq. Hier soir, tu mangeas trop de mille. Viens là, je vais t'en donner de la foisse. Alors, Frogier, en toute naïveté, approcha, tirant une pièce de son baudrier, pensant que Marquet allait lui déballer des foisses. Mais il lui donna de son fouet à travers les jambes si rudement que les nœuds y apparaissaient, puis voulut prendre la fuite. Mais Frogier s'écria « Au meurtre et à l'aide tant qu'il put !» Et en même temps, lui jeta un grand gourdin qu'il portait sous son aisselle et l'atteignit à la jointure coronale de la tête du côté droit sur l'artère temporale, de telle sorte que Marquet, tomba de sa jument. Mieux, il semblait plus mort que vif. Cependant, les métayers qui écalaient les noix non loin de là accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur ces foissiers comme sur seigle vert. Les autres bergers et bergères, entendant le cri de Frogier, y vinrent avec leurs bourses et ceinturons et les suivirent à grands coups de pierre, tant effrénés qu'il semblait que ce fût grêle. Finalement, les rallièrent et les dépouillèrent d'environ 4 ou 5 douzaines de leurs foisses. Toutefois, ils les payèrent au prix accoutumé et leur en donnèrent un 100 de noix et 3 paniers de francs d'aubier. Puis, les foissiers aidèrent Marquet, qui était vilainement blessé, à se remettre en selle, retournèrent à Lernay sans poursuivre le chemin de Parilly, menaçant fort et ferme les bergers, bouviers et métayers de Seuilly et de Ciney. De ce fait, bergers et bergères firent bonne chère jusqu'à la lit, avec ce foisse et ce beau raisin, et se réjouirent ensemble au sang de la belle musette, se moquant de ce beau foissier glorieux qui avait joué de malchance, faute de s'être signé de la bonne main au matin. Et avec gros raisin chenet, baignèrent mignonnement les jambes de Frogier, si bien qu'il fut promptement guéri. Comment les habitants de Lernay, par le commandement de Picrocole, leur roi, assaillirent au dépourvu les bergers de Gargantua. Les foissiers, retournés à Lernay, immédiatement avant même de boire ni de manger, se transportèrent au Capitole. Et là, devant leur roi nommé Picrocole, le 3e du nom, exposèrent leurs doléances, montrant leurs paniers percés, leurs bonnets aplatis, leurs tuniques déchirées, leurs foisses dérobées et particulièrement marquées, énormément blessés, disant que tout cela avait été fait par les bergers de Grand Gousier, près du grand carrefour, par-delà Seuilly. Picrocole, incontinent, entra en furieux courroux, et sans plus s'interroger sur quoi ni comment, fit crier par son pays, bancs et arrière-bancs, et que tout à chacun, sous peine de la corde, se rassembla en armes, en la grande place devant le château, à heure de midi. Pour mener à bien son entreprise, envoya sonner le tambourin à l'entour de la ville. Lui-même, pendant qu'on apprêtait son dîner, alla faire affûter son artillerie, déployer son enseigne et son oriflamme, et charger force munitions,
tant de harnais d'armes que de bourses. En dînant, répartit les commissions, et fut par son édit nommé sur l'avant-garde le seigneur Trepelu, laquelle contenait 16 014 arquebusiers, 35 011 fantassins. Le grand écuyer Touquedillon fut commis à l'artillerie, où furent comptées 914 grosses pièces de bronze, en canon, double canon, basilic, serpentine, coulevrine, bombarde, fauchon, passe-volant, spirole et autres bouches à feu. L'arrière-garde fut confiée au duc Ragdenard. Au plus fort de la troupe se tinrent le roi et les princes de son royaume. Ainsi sommairement accoutrés, avant que de se mettre en chemin, envoyèrent 300 chevaux légers sous la conduite du capitaine Engoulevent pour découvrir le pays et savoir si aucune embûche n'était par la contrée. Mais après avoir diligemment recherché à l'environ, trouvèrent tout le pays en paix et silence, sans assemblée quelconque. À cette information, Picrocole commanda que chacun marchât sous son enseigne, hâtivement. Alors, sans ordre ni mesure, prirent les champs les uns parmi les autres, dévastant et dispersant tout par où ils passaient, sans épargner ni pauvres, ni riches, ni lieux sacrés, ni profanes, emmenaient bœufs, vaches, taureaux, veaux, génisses, Brebis, moutons, chèvres et boucs, poules, chapons, poulets, oisons, jarrois, porcs, truies, gorets, abattant les noix, vendangeant les vignes, emportant les cèpes, croulant tous les fruits des arbres. Ce qu'ils faisaient, c'était un désordre incomparable, et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Et tout un chacun se mettait à leur merci, les suppliant d'être traités plus humainement, en considération de ce qu'ils avaient de tout temps été bons et aimables voisins, et que jamais envers eux ne commirent excès ni outrage, pour ainsi soudainement être par eux molestés, et que Dieu les en punirait sous peu. À ces remontrances, plus rien ne répondait, sinon qu'ils allaient leur apprendre à manger de la foisse. La teneur de la lettre que Grangousier écrivait à Gargantua. La ferveur de tes études aurait requis, depuis longtemps, que je ne te révocasse de ce loisir studieusement philosophique, si la confiance de nos amis et nos anciens alliés n'eût à présent contrarié la sûreté de ma vieillesse. Et puisque telle est cette fatale destinée, que je sois inquiété par ceux sur lesquels je me reposais le plus, force-moi de te rappeler au secours des gens et biens qui te sont confiés par droit naturel. Car de même que les armes au dehors sont fragiles, si le projet n'est pas dans notre royaume, de même, vaine est l'étude et inutile le projet qui en temps opportun n'est exécuté par vertu et auront effet réduit. Mon intention n'est pas de provoquer, mais d'apaiser, ni d'assaillir, mais de défendre, ni de conquérir, mais de garder mes loyaux sujets et mes terres héréditaires, sur lesquelles Picrocole est entré hostilement, sans cause ni raison, et de jour en jour poursuit sa furieuse entreprise avec excès non tolérable pour des personnes libres.
je me suis mise en devoir pour modérer sa colère tyrannique, lui offrant tout ce que je pensais pouvoir le contenter, et par plusieurs fois, et envoyer des ambassades amiables à son égard, pour entendre en quoi, par qui et comment il se sentait outragé. Mais n'ai eu réponse de lui qu'une volonté de défiance, et qu'en mes terres, il ne prétendait seulement un droit de bienséance. Ainsi, j'ai compris. J'ai compris que Dieu l'Éternel l'a laissé au gouvernail de son libre arbitre et propre sens, qui ne peut être, s'il n'est continuellement guidé par grâce divine, que mauvais, et pour le contenir en son devoir, et le ramener à la raison, me l'a envoyé ici, sous de mauvais auspices. C'est pourquoi, mon fils bien-aimé, le plus tôt que tu pourras cette lettre lue, retourne à diligence pour secourir, non pas tant moi-même, ce que toutefois par piété naturellement tu dois, mais les tiens que par raison tu peux sauver et protéger. Cet exploit sera fait à moindre effusion de sang possible, et si c'est faisable, par des engins plus expédients, par des pièges et des ruses de guerre, nous sauverons toutes les âmes et les enverrons joyeuses à leur domicile. Très cher fils, que la paix du Christ, notre Rédempteur, soit avec toi. Salut Ponocrate, gymnaste et eudémon de ma part. Ce 20 septembre, ton père, Grand Gousier. La lettre dictée et signée, Grand Gousier ordonna qu'Ulrich Gallet, son maître de requête, un homme sage et avisé dont il avait reconnu le bon sens et la vertu en diverses affaires contentieuses, de se rendre auprès de Picrocole pour lui exposer ce qu'ils avaient décrété. Sur l'heure, partit le brave vassal Gallet et, passé le guet, demanda au meunier où était Picrocole, lequel lui répondit que ces hommes ne lui avaient laissé ni coq ni poule et qu'ils s'étaient retranchés en la roche Clermont, et qu'il ne lui conseillait point de s'avancer plus loin, de peur du guet, car leur fureur était énorme, ce qui la nuit facilement, et pour cette nuit fut hébergé chez le meunier. Au lendemain matin, il se transporta avec un trompette à la porte du château de Picrocole et requit auprès des gardes qu'il le laisse parler au roi pour son intérêt. Le roi, mis au courant de ce message, ne consentit aucunement qu'on lui ouvrit les portes, mais se transporta en bas des remparts et dit à l'ambassadeur: « Qu'y a-t-il de nouveau? Que voulez-vous dire ?» Ainsi l'ambassadeur tint les propos comme s'ensuit. « De quelle furie t'es-tu donc prise à présent? Toute alliance brisée, toute amitié foulée aux pieds, tout droit violé, pour envahir hostilement ces terres sans avoir été en rien lésé, bravé ou provoqué par lui ou les siens. Où est la foi? Où est la loi? Où est l'humanité? Où est la raison? Où est la crainte de Dieu? Crois-tu que ces outrages soient cachés aux esprits éternels et au Dieu souverain qui est le juste rétributeur de nos entreprises? Si tu le crois, tu te trompes, car toutes choses viendront à son jugement. Sont-ce de fatales destinées ou influence des astres qui veulent mettre fin à tes aises et repos? Ainsi, toutes choses ont leur fin et période, et quand elles sont parvenues à leur point le plus haut, elles sont en bas ruinées, car elles ne peuvent longtemps en tel état demeurer.
C'est la fin de ceux qui ne peuvent, par raison et tempérance, modérer fortune et prospérité. Quitte ces lieux immédiatement, et demain dans la journée, sois retiré en tes domaines, sans provoquer en chemin ni tumulte, ni violence. Et paie 1000 besants d'or pour les dommages que tu as causés en ces terres. La moitié tu donneras demain, l'autre moitié tu paieras aux prochaines ides de mai. Nous délaissant en attendant pour otage les ducs de Tournemoule, de Bas-de-Fès, de Menuailles, ainsi que le prince de Grattel et le vicomte de Morpiaille. Comment Grand-Gousier, pour acheter la paix, fit rendre les foisses? Alors, le brave vassal Galais se tut. Mais Picrocole, à tous ces propos, ne répondit autre chose que « Venez les quérir! Venez les quérir! Ils ont belle couille de mortier et molle! Ils vous broieront de la foisse! » Ainsi, il retourna vers Grand-Gousier, qu'il trouva à genoux, tête nue, incliné dans un coin de son cabinet, priant Dieu de bien vouloir amollir la colère de Picrocole et le ramener à la raison, sans y procéder par force. Lorsqu'il vit le brave vassal de retour, il lui dit « Alors mon ami, quelle nouvelle m'apportez-vous » Il y a ordre, dit Galais. Cet homme est tout hors du sens et délaissé de Dieu. Certes, mon ami, dit Grand-Gousier, mais quelle raison donne-t-il de cet excès? Il ne m'a, dit Galais, donné nulle raison. Sinon qu'il m'a dit en colère quelques mots de foisse. Je ne sais Si l'on n'aurait point fait outrage à ces foissiers. Je veux, dit Grand-Gousier, bien entendre avant de délibérer sur autre chose que ce qu'il y aurait à faire. Alors, il manda lumière sur cette affaire. Et il s'avéra qu'il fut pris par force quelques foisses aux gens de Picrocole et que Marquet avait reçu un coup de tribard sur la tête. Toutefois, le tout avait été bien payé et que le dit Marquet avait blessé en premier Frogier de son fouet entre les jambes. Il sembla à tout le conseil qu'il devait se défendre en toute force. Nonobstant, dit Grand-Gousier, puisqu'il s'agit seulement de quelques foisses, j'essaierai de le contenter, car il me déplaît trop d'entrer en guerre. Alors, il s'enquit de combien de foisses on avait pris. Estimons à 4 ou 5 douzaines, commanda qu'on en fit 5 chartés cette nuit, et que l'une serait faite de beau beurre, beau jaune d'œuf,
beau safran et belles épices, pour être distribué et marqué. Et qui lui donnait pour son intérêt 700 000 et 3 philippus pour payer les barbiers qu'il aurait pensé. Et le Corjois lui donnait la métairie de la Pomardière, à perpétuité. Franche pour lui et les siens. Pour s'y rendre et conduire, le tout fut envoyé galet, lequel par le chemin fit cueillir près de la Solsay force Grandjean et Roseau, et en fit parer autour des charrettes et chacun des charretiers. Lui-même en tint dans sa main, voulant ainsi faire connaître qu'il ne demandait que paix, 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 paix. et qu'il venait pour s'acquitter. Arrivé à la porte, ils requirent de parler à Picrocole au nom de Grand Gousier. Picrocole ne voulut jamais les laisser entrer, ni aller leur parler, et leur manda qu'il était empêché. Mais qu'il dise ce qu'il voudrait au capitaine Touquedillon, lequel affûtait quelques pièces d'artillerie sur les murailles. Alors le brave vassal lui dit: « Seigneur, pour vous retirer de tout ce débat, et ôter toute excuse à ne pas retourner à notre première alliance, nous vous rendons présentement les foises d'où vient la controverse. Nos hommes en prirent 5 douzaines. Elles furent très bien payées. Nous aimons tant la paix que nous en rendons 5 charrettes. L'une d'elles, celle-ci, sera pour Marquet, qui se plaint le plus. De surcroît, pour le contenter entièrement, voilà 700 000 et 3 philippus que je lui livre. Et pour l'intérêt qu'il pourrait prétendre, je lui cède la métairie de la Pomardière, à perpétuité, pour lui et les siens, possédable en francs à l'eux. Voyez ici le contrat de la transaction. Et pour Dieu, vivons dorénavant en paix. Retirez-vous joyeusement vos terres. Abandonnez cette place en laquelle vous n'avez nul droit, comme vous le convenez bien. Et soyons amis comme auparavant. Touquedillon raconta le tout à Picrocole. Et de plus en plus, il envenima son courage, lui disant: « C'est Henri Strombel, peur par Dieu! Grand Gousier se conchit, le pauvre buveur! Ce n'est pas son art de l'héronnière, mais il est connu pour bien vider les flacons. Je suis d'opinion que nous conservions ces foisses à l'argent. Et le reste, hâtons-nous de nous remparer ici et conserver notre fortune. Mais pense-t-il bien avoir affaire à une dupe de vous paître de ces foisses? Voilà ce que c'est le bon traitement et la grande familiarité que vous leur avez auparavant témoigné, vous ont rendu envers eux méprisables. Flattez vilain, il vous piquera. Vilain, il vous flattera. Là, dit Picrocole, par Saint-Jacques, ils en auront. Faites comme vous avez dit. Mais d'une chose, dit Touquedillon, je veux vous avertir. Nous sommes ici assez mal ravitaillés et outillés et maigrement pourvus de harnais de gueule. Si Grand Gousier nous assiégeait, dès à présent j'irais me faire arracher toutes les dents, que seulement 3 me restassent. Autant à vos gens comme à moi. Avec celle-ci, nous n'irons que trop vite à manger nos réserves. Nous n'aurons que trop de mangeaille, dit Picrocole. Sommes-nous ici pour manger ou pour batailler? Pour batailler vraiment, dit Touquedillon. Mais de la panse vient la danse, et où fin règne, force s'exile. Tant jasé, dit Picrocole. Saisissez-vous de ce qu'ils ont amené. Ainsi, ils prirent argent et foisse, bœufs et charrettes, et les renvoyèrent sans mot dire, sinon pour le motif qu'on leur dirait demain. Ainsi ils s'en retournèrent vers Grand Gousier, lui contèrent le tout, ajoutant qu'il n'y avait aucun espoir de les amener à la paix, sinon par vive et forte guerre.
Guerre. Guerre. Guerre. Guerre. Guerre. Guerre.